Bienvenue à tous, heureux de vous retrouver nombreux avec nous et comme prévu, voici la deuxième partie de notre dossier consacré à l'expérience des Africains américains. Le mouvement des droits civiques a assuré à la communauté noire américaine un succès à la fois politique et économique. Selon le Centre pour les études de politique et économique, une organisation académique basée à Washington, le nombre des Africains américains occupant les fonctions politiques à travers le pays est passé d'environ 1400 en 1970 à plus de 9040 en 2000. Ce nombre, de plus en plus croissant, est surtout remarquable dans les États du Sud, notamment le Mississippi, l'Alabama et la Louisiane. La Chambre basse des États-Unis est composée de 435 membres, dont 39 Africains américains. Il y a 32 ans, ils étaient seulement 9 membres du Black Caucus. Cependant, pas un seul noir américain au Sénat depuis la défaite en 1998 de Carol Moseley Brown de l'Illinois, la première africaine-américaine à servir à la Chambre haute qui est composée de 100 sénateurs élus par les différents États. Pour les analystes, l'absence des Africains-américains au Sénat est due au fait que ces derniers n'ont la majorité démographique dans aucun État. Washington DC, la capitale des États-Unis, a une population de plus de 600 000 habitants. Près de 70% de ceux-là sont des Africains-américains. Le district de Columbia ne constitue pas un État, mais comme les autres citoyens de l'Union, ses habitants payent les impôts, élisent leurs représentants et participent aux élections présidentielles, mais leur voix ne compte pas au Congrès, comme nous l'indique la représentante Eleanor Holmes Norton. L'une des injustices les plus flagrantes dans notre pays aujourd'hui est l'échec des droits de vote au niveau du Congrès. Nous participons aux élections présidentielles, nous élisons nos propres représentants, mais nous n'avons aucun sénateur. Je vote en comité, mais je ne vote pas dans l'hémicycle du Congrès, parce que le district n'est pas considéré comme un État. Nous avons plus de 600 000 habitants, plus que certains États. Cela est une injustice que chacun de nous, à travers le monde, peut juger telle qu'elle est. L'un des moments forts de la communauté noire américaine en politique aux États-Unis, estiment les observateurs, aura été la candidature à la présidence des États-Unis du révérend Jesse Jackson en 1984 et en 1988. En 1989, la Virginie, un État conservateur du Sud, deviendra le premier État de l'Union à élire un gouverneur noir. Au niveau gouvernemental, la nomination en 2001 de Colin Powell fait de l'ancien chef d'état-major des forces armées américaines le premier Africain-américain à détenir le portefeuille de secrétaire d'État. Condoleezza Rice, conseillère de président Bush en matière de sécurité nationale, est la première femme américaine à assumer ses fonctions à la Maison-Blanche. Bien que c'est un président républicain, la personne d'Abraham Lincoln qui a signé la proclamation d'émancipation des Noirs, les Africains-Américains en écrasante majorité votent pour le Parti démocrate. Par exemple, lors des dernières élections présidentielles, environ 9 sur 10 d'entre eux ont rejeté l'actuel locataire de la Maison-Blanche, le républicain George Bush. Je suis démocrate et je n'ai pas voté pour Bush. C'est évident, c'est évident. Les Africains-Américains votaient pour les républicains jusqu'en 1930. Après, il y eut une série de choses qui les ont poussés à quitter le Parti républicain et de s'aligner derrière le Parti démocrate. Cela dépend essentiellement du fait que le Parti républicain ait décidé d'établir sa base dans le Sud. Les républicains savaient pertinemment que s'ils devaient avoir une base dans le Sud, ce serait pour favoriser l'homme blanc qui n'était pas prêt à partager le pouvoir politique avec le noir. Et mieux, il faut aussi tenir compte du rôle remarquable de Franklin Roosevelt. Les Africains-Américains voyaient en lui un handicapé physique, un laissé-pour-compte qui avait à se battre pour arriver, quelqu'un qui serait prêt à faire quelque chose de positif pour eux. Le passage en 1964 et en 1965 des lois anti-discrimination et autres programmes sociaux favorisant les pauvres par un Congrès en majorité démocrate a largement contribué au renforcement des liens entre le Parti démocrate et les Africains-Américains. Mais Frederick Douglass estime qu'il est temps de revoir ces liens. Moi, je suis à la recherche d'un équilibre. Je pense que c'est ce dont nous avons besoin dans cette société. Nous devons avoir des leaders noirs dans les deux partis, leaders qui peuvent joindre la main pour accomplir quelque chose.
Je pense qu'il est temps de voir ce près comment ces deux systèmes fonctionnent. En substance, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux partis. Encore une fois, la politique, c'est de savoir qui a la main sur l'économie. Si nous devons être parmi les décideurs politiques de ces pays, il est important que nous révisions notre façon de voter. Évidemment, nous ne voulons pas que le Parti démocrate prenne nos votes pour argent comptant. À croire que les démocrates nous prennent pour argent comptant vient du fait que, quand un groupe vote pour un parti, les gens pensent que ce parti ne doit plus fournir d'efforts pour les avoir. Mais le fait que nous votions en bloc, cela fait beaucoup de différence entre la victoire ou la défaite de quiconque qui est démocrate. Espérant que vous avez eu du plaisir à suivre cette deuxième partie de notre dossier consacré à l'expérience des Africains américains, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour la dernière partie de ce programme.